bonjour à tous. Je suis Franck Chenet. J'ai rejoint le groupe Antalis il y a maintenant 3 ans pour y créer la direction digitale. Donc, je dirige le digital pour l'ensemble du groupe. Je crois que l'ambition de Michel, l'organisateur, de me faire intervenir aujourd'hui, c'est un peu de mettre en pratique ce que vous avez entendu depuis ce matin. Vous avez entendu parler de persona, de count-based marketing, de content, de stratégie d'acquisition, de persona. Et donc, je vais vous illustrer dans le cas pratique d'Antalis notre transformation digitale opérée depuis un peu plus de 2 ans, puisqu'il a fallu la mettre en place, de manière à vous donner un exemple de la vraie vie. Moi, j'ai rien à vous vendre, si ce n'est un peu de papier, de l'emballage et de la communication visuelle. Je vais vous dire ça dans 2 secondes. Donc n'hésitez pas à me solliciter après avec des questions de manière à rendre l'exemple encore plus concret. Alors j'imagine que peu de gens connaissent Antalis dans la salle. Donc on est leader européen, 2e mondial sur les marchés du papier. Alors le papier, c'est la ramette de papier, mais c'est également les papiers de création, très haut de gamme pour les royaumes, pour le palais de l'Élysée, pour les événements, faire part, mariage, etc. Donc pas que de la ramette de papier. L'emballage, c'est principalement de l'emballage industriel. On a la particularité d'être l'un des seuls au monde à avoir un laboratoire qui pourrait se traduire comme le Shazam de l'emballage. Vous nous donnez un moteur de Ferrari, par exemple, et on est capable de vous l'emballer au micron près pour le faire voyager de manière très sécurisée dans le monde entier. Mais on fait également des cartons d'emballage que vous utilisez peut-être pour déménager. Et la communication visuelle. Alors, la communication visuelle, c'est un marché qui est très fragmenté, assez intéressant, en forte croissance. Alors, la communication visuelle chez nous, c'est quoi? Alors, ce n'est pas des luminaires et des néons, c'est l'habillage des voitures, des flottes de commerciaux, par exemple. C'est couvrir Notre-Dame qui est en travaux avec une bâche. C'est couvrir les bandes de sécurité à la sortie des magasins anti-vol avec des messages publicitaires. C'est par exemple le magasin Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Si vous pensez que c'est du papier peint, c'est en fait du papier peint magnétique qui nous permet de refaire la boutique en une nuit, par exemple. Donc voilà, la communication visuelle, c'est tous ces supports imprimés. Donc dans nos 3 marchés, vous retrouvez le fil conducteur du papier et du papier et ses dérivés, puisque une bâche, par exemple, c'est un mix de textile et de papier. C'est une fibre. De ce fait, on travaille que avec des clients B2B. Donc sur notre premier marché, naturellement, c'est plutôt des imprimeurs, mais ça peut être également des reprographes d'entreprises. Si vous prenez des grandes entreprises, la Société Générale, le groupe Orange, ils ont leur propre imprimerie interne, donc on travaille avec eux. Sur l'emballage, c'est principalement des responsables logistiques, des grands faiseurs, aussi bien industriels, mais également retail, donc Unilever par exemple. Et le luxe, on est très présent dans le marché du luxe. Et le 3e marché, c'est encore une fois assez diversifié. Et on va jusqu'aux décorateurs d'intérieur, puisqu'on est aussi amené à décorer des sièges sociaux, refaire des hôtels, des aéroports, des gares, etc. Nous sommes sur un modèle de vente multicanal. Alors, toute cette présentation a un sens, ça va vous permettre de mieux appréhender pourquoi on est en train de se transformer par la suite et comment on active plusieurs leviers. Donc 100% B2B, je vous l'ai dit, et on fait un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. Et on est présent dans 41 pays, qui va du UK, où on fait on fait 20% de notre chiffre, jusqu'à la Lettonie ou la Lituanie, où on est sur des pays plutôt émergents sur ces marchés-là et en croissance, avec un total de 5500 collaborateurs. Alors, imaginez bien le contexte, on est issu du papier. Antalis, c'est 65% du chiffre mondial qui dépend du papier. Alors, sans être un expert du papier, vous imaginez bien que le papier, c'est un marché qui souffre depuis plusieurs années. C'est un marché qui décroît au niveau mondial de 5%, grosso modo, depuis un peu moins de 10 ans. Donc, alors ça ne veut pas dire que le chiffre a baissé de 40 ou 50%, c'est juste que du fait de restructuration, etc., on est sur un modèle qui est en réinvention permanente.
et qui se stabilise au gré d'acquisition, de consolidation, etc. On a également un marché de l'emballage qui est aujourd'hui en pleine mutation. Je vous épargne le débat du plastique et de l'emballage. Clairement, on est sur des tendances où l'emballage papier est lui aussi en train de se réinventer, là encore avec des matières de fibres différentes, végétales. Donc on est en train de voir comment... parce que l'emballage, c'est pas l'emballage que... l'emballage, c'est aussi les serviettes en papier, c'est les couverts en bambou, etc. C'est pas juste l'emballage de quelque chose. Le marché de la communication visuelle, il est de plus en plus fort puisque toutes les entreprises, vous l'avez entendu aujourd'hui, le lien avec l'inbound marketing, c'est toute la stratégie de branding. Donc lorsque vous êtes sur du message, apposé à une voiture, à un support kakémono, à un salon professionnel, c'est là où Antalis intervient. Donc là, on a des belles possibilités de croissance. On a des comportements d'achat qui changent. On est dans le B2B, avec un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Là encore, c'est un peu le résumé de la journée. Et donc, quand vous mettez tout ça dans la moulinette, vous avez un groupe qui, aujourd'hui, se retrouve avec des croisements, au croisement d'évolutions culturelles, sans exagérer, je ne suis pas de Marseille, qui sont importantes. Importantes parce que c'est clairement un axe stratégique que de dire qu'être un distributeur B2B, de fourniture industrielle, de papier, de ce que vous voulez, aujourd'hui ne suffit plus. Alors, ce n'est pas juste un discours de comité exécutif, c'est réellement la réalité. Nos clients n'attendent pas Antalis pour bouger une palette de papier du point A au point B. Il n'y a absolument aucune valeur ajoutée à faire ça. Donc nous, notre enjeu, c'est d'introduire le digital et ses différentes techniques pour réinventer la relation client, pour passer d'un marketing produit vers un marketing client, et surtout de changer la culture commerciale terrain pour avoir une adoption encore plus forte du web. Parce que, je ne sais pas si vous n'êtes pas tous du B2B, mais concrètement, dans le modèle classique de distribution B2B, historiquement, le site internet n'est greffé à un client que par l'intermédiaire d'un commercial. Donc, je rencontre Thierry, je négocie mon prix historiquement et j'utilise dans le passé, en partie, du moins chez nous, le site comme un site purement de passation de commande. Mon interlocuteur, c'est Thierry qui me négocie mes prix selon mon volume personnalisé, etc. En France, on est en train de déployer ça dans le monde entier. Depuis maintenant 1 an, nous avons développé un nouveau canal qui est un site full e-commerce, notamment sur le secteur de l'emballage, pour aller chercher dans le bas de la pyramide les TPE et les PME, alors que nous sommes présents principalement en Europe. Donc notre concurrent principal en Europe, c'est Raja. Notre segment de marché aujourd'hui, c'est réellement les grands comptes, sur le haut de la pyramide. Donc vous imaginez bien que quand je livre à Unilever un camion entier de carton, je pourrais très bien le faire à 50 PME différentes. Il suffit juste que je change mon unité de vente, que je fasse des bundles de 10, 25 et 50 cartons, et je suis opérationnel. Donc on a aussi opéré cette migration produit de l'offre pour justement optimiser, leverager nos investissements marketing et commerciaux et dire les produits on les a, les cibles on les connaît et on peut aller attaquer via le digital et l'e-commerce ce bas de la pyramide TPE-PME. Alors si on y pense 2 secondes, imaginez la révolution que c'est auprès de 5500 collaborateurs, parce que tout d'un coup ils ont ce site full e-commerce. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit en interne, donc là Franck, tu es en train de me dire que des personnes vont pouvoir commander des produits Antalis sans parler à quelqu'un chez Antalis. Alors effectivement, alors ça paraît peut-être étonnant, mais si vous avez cette slide, qui n'a aucun rapport avec Antalis, by the way, mais c'est une slide qui est intéressante parce que c'est en général la première slide que je partage dans nos ateliers de... Alors, j'aime pas le terme d'évangélisation, mais pour faire court, c'est de l'évangélisation ou alors de la pédagogie. Mais c'est plutôt de la prise de conscience et d'ouvrir les yeux et les oreilles de nos collaborateurs parce que bien souvent, quand on opère ce type de changement, tous nos collaborateurs pensent qu'il y a la vie en dehors du bureau. Il y a une bulle qui protège en fait le salarié Antalis du monde digital. Et
Donc le collaborateur Antalis, quand il est chez lui, il commande son ticket de cinéma en ligne, il récupère sa facture d'électricité en ligne, il commande son drive en ligne. Mais non, quand il arrive au bureau Antalis, il n'a plus de casquette digitale et il pense qu'on peut effectivement vendre comme dans les années 70 à nos clients qui eux-mêmes n'ont certainement pas besoin de faire évoluer leur technique de consommation. Là, vous avez 10 modèles disruptifs à l'écran. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais si on regarde ce que Amazon est devenu, par exemple, qui concurrence les studios Hollywood ou Netflix, quand vous prenez du partage de propriété de voitures, on connaissait la location partagée de vacances il y a 15-20 ans, donc maintenant on partage des voitures en centre urbain. Quand vous regardez rien que dans votre consommation personnelle, tout ce qui est sous modèle d'abonnement, vous voyez que clairement on est sur des pratiques qui évoluent. Et l'un des messages dans cet atelier, c'est quel que soit le changement que vous devez opérer chez vous, qu'il soit mature ou en conception, c'est que sincèrement, je pense que je passe 50% de mon temps sur tout ce qui est change management. Je crois qu'on ne peut pas travailler la digitalisation, quelle qu'elle soit, faire du persona, intégrer du social media B2B, etc., sans expliquer le pourquoi et le comment. La digitalisation et tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'il faut accompagner. Il y a une autre particularité chez Antalis, c'est que moi j'ai 2 populations parmi nos équipes. J'ai ceux qui sont arrivés il y a moins de 5 ans et j'ai ceux qui sont là depuis 30 ans. Alors c'est une vraie valeur pour l'entreprise, c'est un capital à valoriser. En revanche, c'est aussi un capital à accompagner très fortement sur ces migrations. Alors le thème de la conférence, c'est créer de la valeur, du persona à la fidélisation. Donc je vais vous donner le schéma qu'on est en train de déployer sur la branche emballage, la slide suivante. Cette slide à l'écran, elle a le mérite de bien poser le débat. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est les 5 mots qui sont entre parenthèses. Parce que vous ne pouvez pas savoir, moi je fais pas mal de conférences pour justement évoquer ces modèles de transformation digitale dans le B2B. Je suis quand même assez impressionné du nombre de personnes qui parlent encore une fois, de persona, de change management, de social media, de social selling. Pour en fait, une fois que vous grattez un peu, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est assez superficiel. Et je pense qu'il faut correctement cibler ces personas. Je crois qu'il faut précisément définir ce dont ils ont besoin. C'est pas juste de dire Franck, on vend du papier, on cherche des imprimeurs, c'est pas compliqué. Je crois que c'est justement un peu plus sophistiqué que ça. La génération de contenu, c'est un vrai challenge. Alors, on s'épargne le débat B2C, B2B, est-ce que c'est plus facile ou pas? Personnellement, je pense que de créer du bon contenu pertinent, fréquent, de qualité, je crois que c'est difficile. Et je ne vous ferai pas la liste des agences qui sont passées par Antalis, mais à ce jour, je n'ai pas trouvé la bonne agence qui me génère un contenu pertinent où j'ai la confiance que je ne vais pas être en décalage avec le professionnalisme de ma cible. Je pense que quand on parle de directeur logistique de BMW, je crois qu'il n'attend pas Antalis pour lui dire comment optimiser son entrepôt. Par contre, bien mettre le doigt sur des sujets un peu niveau 2, où on prend son expertise et on fait le lien, par exemple, avec l'automatisation des étapes ou l'onboarding de ses équipes. Là, je pense qu'on commence à l'interpeller et on peut avoir des cas pratiques qui sont intéressants à partager. Après, j'en parlerai notamment sur le social media. Le 4e point, la synchronisation de l'écosystème, c'est là encore très important. Je prendrai l'exemple du social media. On ne fait pas du social media pour faire du social media. On fait du social media pour le synchroniser avec l'ambassadeur programme, avec le social selling, avec la stratégie de content
et en lien avec l'écosystème de sites internet et de CRM. Et enfin, on travaille. Moi, je ne fais pas de personnalisation quand je communique avec mes clients. Je fais de la personnalisation et de la contextualisation. Dire bonjour Monsieur Dupont, bah, c'est bien. Enfin bon, Monsieur Dupont sait qu'il s'appelle Monsieur Dupont. Et Monsieur Dupont, ça faisait un wow effect quand on lui parlait de Monsieur Dupont en 1980. Maintenant, si on l'adapte par rapport à son besoin et qu'on a une vraie crédibilité en termes de positionnement, je pense que la newsletter elle sera ouverte de manière un peu plus systématique. Alors je précise que j'ai des budgets qui sont assez limités, malgré un groupe de 2,3 milliards. J'ai 4 personnes dans mes équipes, donc j'ai pas une armée, donc ne pensez pas que j'ai... voilà. Tout simplement parce que le digital, c'est pour que ça marche, il faut que ça soit... en mode transverse. Donc, quand je fais la refonte du site France, par exemple, bien sûr, j'ai une 50aine de personnes sur le projet, mais je tape dans les équipes Sales, Marketing, IT, RH, etc. D'accord ? Donc, ne pensez pas qu'il y a une armée dans le digital pour supporter ce type de plan d'action. Alors, vous avez à l'écran les 7 étapes que je vais détailler, sachant qu'encore une fois, vous aurez accès à la présentation. Il y a des slides un peu plus denses. Ce type de conférence, c'est du partage. Donc, je ne suis pas là pour vous saupoudrer du contenu et partir en courant. Donc, je vous donne les idées principales. Après, vous aurez tout le loisir d'approfondir certaines slides. Et encore une fois, je suis à votre disposition et joignable si vous le souhaitez par la suite. Donc là, on prend le cas de... La branche emballage. Alors pourquoi on a pris la branche emballage ? Tout simplement parce que c'est des 3 la plus disposée, la plus mature à cette évolution culturelle de création de valeurs nouvelles sur nos cibles de clients. Le papier, très sincèrement, quand vous êtes leader mondial, les opportunités de croissance dans le papier, bon, ok, il y en a un peu, il n'y en a pas beaucoup. Bon. Donc ça ne sert à rien de mettre du budget market là-dessus. Très sincèrement, vous demandez à n'importe quel imprimeur, Antalis, ils connaissent. Si vous êtes dans les sodas, vous connaissez Coca-Cola, Pepsi et compagnie. C'est notre cas dans l'imprimerie. Dans l'emballage, on a un déficit de notoriété sur, encore une fois, le bas de la pyramide. Si vous allez voir des TPE, des PME, je pense qu'ils vous diront qu'Antalis, ils ne connaissent pas. En revanche, encore une fois, on a les supports marketing, on a l'expertise produit, on a la connaissance métier. Donc là, on est vraiment dans non seulement de la génération de leads, mais également de la création de valeur. Et en fait, c'est créer de la valeur en interne pour aller chercher une boule de neige de croissance plus rapide à l'extérieur. Donc le premier cas de figure qu'on a attaqué, c'est de bien définir nos marchés cibles. Donc je les expliquerai dans la slide suivante. On en a 4 précisément sur l'emballage. Après, on a défini les personas qu'on voulait attaquer. On a construit la stratégie de contenu. Là encore, je vais tout vous expliquer. On a revu le social media, optimisé toute la partie CRM, implémenté dans la foulée une plateforme de marketing automation avec Oracle. Et on a lancé depuis maintenant un peu moins d'1 an les campagnes marketing pour justement animer le tout. Alors, dans le cadre de la potentialisation, là encore, c'est important parce que je crois que j'étais à une conférence juste avant sur le print et le digital, un peu de déformation professionnelle. Il faut bien comprendre que le ciblage, s'il est très précis, on est dans déjà une base de croissance qui va nous permettre de faire mouche un peu plus rapidement. Et c'est important quand vous êtes dans la création de valeur et que vous faites évoluer votre business model, que l'évaluation interne des collaborateurs se traduise par un peu on est dans une force et une phase d'accélération parce qu'on y croit. Sinon, c'est le discours décalé du comité de direction par rapport à un besoin qui n'est pas forcément reconnu sur le marché. Donc nous, on travaille, imaginez par exemple, quand on voit la croissance des acteurs de l'e-commerce, naturellement, ça fait partie des axes que l'on soutient dans la diffusion et la production d'emballage sur ces cibles-là. Donc on travaille, il y a des agences qui existent
On travaille avec Camitis sur le ciblage et l'identification de ces cibles. Alors, les personas, il y a 2 ans, quand je parlais de personas dans le groupe, on me regardait bizarrement. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Tout simplement parce que je pense qu'il ne faut pas confondre « je connais mon marché parce que je suis commercial depuis 25 ans », t'inquiète pas Franck, si tu as une question tu m'appelles, il n'y a pas besoin de CRM. Voilà, au mieux on se fait une bouffe. Versus, on a une vraie stratégie de contenu sur les personas qui eux-mêmes voient en Antalis une réponse à leurs pain points, leurs challenge du moment. Alors les personas, pour avoir encore une fois sondé pas mal de mes pairs B2B, il y a différentes façons de les aborder. Nous, on a structuré notre démarche autour des 3 questions, enfin des 3 éléments que vous avez à l'écran, le profiling et les besoins liés, les sources d'information et les challenges et les obstacles. Parce qu'encore une fois, le but, c'est pas j'identifie mon persona et je roule. Hein, prenons l'exemple des sources d'information. Derrière, l'idée sous-jacente, c'est justement d'aller chercher les influenceurs, et Dieu sait qu'en B2B, c'est quand même pas si facile à trouver. C'est de déterminer le bon canal de communication. Hein, on se rappelle le chiffre qui circule sur différentes études au niveau européen, comme quoi 75% des acheteurs ou des prospects B2B ont un premier contact avec une marque qui est passif, hein, qui n'est pas direct, donc c'est la consultation des sites internet, des réseaux sociaux, des avis clients, etc. Donc vous ne pouvez pas vous tromper sur le calibrage de cette étape-là. Et elle est vraiment très importante et elle est surtout très structurante. D'autant que chez Antalis, on a un double contexte. On a soit des personas qui vont acheter directement chez nous, 50 cartons d'emballage, et on a également des prescripteurs, hein, donc on a des architectes, des décorateurs d'intérieur qui vont par exemple redécorer la tour Montparnasse, mais c'est un projet sur 2 ans. Donc vous imaginez bien que tout le nurturing, le partage d'expertise va se faire de manière très différente selon les 2 cas. Alors après, il y a cette fameuse réponse à une difficulté du persona. Alors pour répondre à une difficulté, il faut bien sûr avoir fait le bon diagnostic. Et là encore, il ne faut pas se tromper de partenaire quand on fait ça. Hein, donc, nous, on a travaillé avec 2 agences différentes, que ce soit sur la communication visuelle ou l'emballage. Et on en a tiré qu'il faut vraiment, quand vous travaillez le persona, vous ne cherchez pas une boîte à outils de la recette persona. Vous devez vraiment travailler avec une personne qui va connaître votre contexte de marché. Parce que de faire un raccourci et de dire des cartons d'emballage, c'est pas très compliqué. Non, il y a un contexte de marché, d'utilisation, de dimensionnement, de connaissance du processus d'achat qui, là encore, est assez structurant. Donc si je garde l'exemple de l'emballage, vous avez un exemple du manager logistique. Donc vous avez à l'écran un résumé qu'on partage en interne auprès des équipes marketing. Donc là, c'est le cas d'un responsable logistique qui travaille en Espagne dans la vente d'articles de décoration. Tout ça étant des personnes réelles, hein, qu'on a identifiées. Alors ce qui est intéressant derrière, c'est que malheureusement, ce n'est pas très lisible à l'écran, mais vous avez, en fait, c'est le sommaire d'un feuillet que l'on... Enfin, c'est pas un feuillet, c'est quasiment un livre, puisqu'il y a 150 pages. C'est pour vous dire la profondeur du travail qu'on fait sur les personas. On partage ce travail en interne sur l'ensemble de nos pays, de manière à ce que, encore une fois, il y avait une autre conférence tout à l'heure qui parlait du débat interminable entre les sales et le marketing. Il faut que la notion de persona elle soit bien comprise, puisque quand on fait du persona end-to-end, le côté droit de end-to-end, c'est la force de vente et c'est la bonne compréhension de qui ils ont en face. Et il faut avoir une approche assez granulaire. Hein. Encore une fois, sinon, c'est juste Franck, on vend de l'emballage à des industriels. Ouais, il y a de bonnes chances que le responsable logistique soit une cible. Bon, d'accord, très bien. Mais travailler le secteur d'activité, c'est aussi important. Vous n'allez pas vendre de l'emballage à une PME qui se lance dans l'e-commerce comme vous allez vendre de l'emballage chez Unilever.
Ça ne marche pas du tout pareil. Alors après, on a travaillé de la création de contenu, alors business case, interview. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous mettez tout de suite une projection. Hein, c'est les Français qui parlent au français, donc c'est le manager logistique qui parle à un autre expert. Et là, on est sur un partage d'informations et d'élaboration qui est vraiment de haute qualité en termes de pertinence. Parce que là encore, le logistic manager, il a déjà fait sa lecture mensuelle. Il est potentiellement abonné à l'usine nouvelle. Encore une fois, il n'attend pas Antalis. Il faut qu'on soit pertinent, il faut qu'on apporte une valeur ajoutée dans la réponse. Alors la réponse, évidemment, on fait du commerce, on est d'accord. Donc le lien, il va se faire par exemple avec un service dématérialisé que l'on propose, avec de la replanification de stock automatique, ce que l'usine nouvelle ne va pas proposer évidemment. Donc il faut lier la bonne connaissance du persona à une réponse à un besoin, par exemple de rentabilité ou d'espace. De moins en moins, il y a des inventaires larges dans les entrepôts parce qu'il y a des problèmes d'espace qui coûtent cher. Et si Antalis peut comprendre ce besoin, offrir un service de planification automatique des top 20 produits consommés, là vous commencez à avoir non seulement un début d'histoire, mais une accroche pertinente en lien avec le persona. Donc là, vous créez de la valeur. Alors, ce n'est pas de la création que digitale. On a aussi on a créé des mégalogues. Donc, c'est des magazines qui sont, encore une fois, d'une 50aine de pages qu'on envoie sur nos clients et prospects cibles, très targetés. Et également une diffusion en contenu premium, accessible avec renseignements d'identification sur nos sites Internet. Alors, un autre point important, parce que je pense que 98% des entreprises ne le font pas. Lorsque nous, on a fait la refonte du site antalis.fr, donc notre siège, il est en France, il est à Boulogne, en région parisienne, le siège monde. Le siège France, il est dans Paris. Donc pour nous, la France est un pays parmi 41. Donc c'est souvent notre terrain de jeu pilote. Donc vous avez l'ancien site qui existe toujours, c'est le site anglais pour le coup. Vous ne voyez pas de loin, mais à l'occasion, allez-y, antalis.co.uk si ça vous intéresse. Très à l'ancienne, les trois secteurs d'activité se mélangent. Entre nous, on ne comprend pas grand-chose. Et donc, la nouvelle plateforme à droite, encore une fois, c'était légitime, puisque là, vous aviez une porte d'entrée strictement pour prendre des commandes, puisque le taf de communication, d'explication produit, de démo, d'échantillons, etc., il se faisait par le commercial terrain. C'est toujours le cas à droite. En revanche, il y a une partie de l'activité qui est croissante, qui se fait encore une fois sur les cibles TPE-PME où l'intervention commerciale terrain n'est plus légitime. Donc là, vous allez avoir justement cette approche persona à double niveau. Le premier, c'est que normalement, dans un site classique, vous créez votre compte, vous allez avoir l'adresse de livraison, facturation et renseignements personnels. Okay. Nous, on a rajouté 3 champs où en fait, on vous demande votre persona dès la création de votre compte. Donc on a 2 niveaux de persona. Le premier persona, c'est le premier niveau, c'est le persona principal. Donc là, par exemple, dans la communication visuelle, c'est non, je vais rester dans l'emballage. Donc vous avez 3 niveaux pour l'emballage. Il y a l'emballage alimentaire, l'emballage industriel, l'emballage retail, on va dire. Et en sous-persona, vous avez, si vous êtes acheteur, manager logistique, etc. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que la plupart des entreprises identifient leur persona post-première commande, ou alors après 3-4 mois d'historique suffisant pour se dire, celui-là, il fait ci, il fait ça, il achète ça, donc il est. Nous, d'emblée, on lui demande de manière à ce que le premier contact, c'est la différence entre je reçois une confirmation de mail disant « Bienvenue chez Antalis, votre compte est désormais créé », versus on sait que vous êtes décorateur d'intérieur. Donc en haut, j'ai une personnalisation sectorielle. À droite, j'ai le dernier livre blanc des tendances de la mode et des couleurs. Et en bas, j'ai un lien vous invitant à notre prochain salon communication visuelle. Ça a 2 vertus. La première, c'est qu'on est vraiment dans un schéma de relations fortes. Et deuxième vertu, c'est d'assurer un lien de confiance immédiat avec ce qui est à cet instant T un prospect.
qui va peut-être commander dans 2 minutes, mais on a environ 25% de nos clients, enfin des utilisateurs du site qui créent un compte, qui sont prospects et qui ne commandent pas immédiatement au départ. Donc ça, c'est encore une fois assez structurant parce que derrière, vous allez aligner les équipes marketing et commerciales dans cette stratégie. Les 7 étapes que je vous ai montrées, ce n'est pas juste 7 étapes voilà, synchronisées, logiques. Hein. C'est de bien montrer qu'on l'a fait par étapes, c'est le cas de le dire, mais surtout en y associant les acteurs de la chaîne de création de valeur et surtout d'expliquer pourquoi on fait ça. Effectivement, si on ne l'explique pas, c'est 3 champs en plus. Au pire, vous trouverez toujours quelqu'un, un détracteur, qui va vous dire « Franck, t'es gentil, mais c'est 3 clics en plus. Nos utilisateurs n'ont pas que ça à faire. » Mais nos utilisateurs du site ont vraiment adopté cette approche parce que, encore une fois, ils y ont un lien de contenu au départ qui est positionné sur leurs besoins. Alors qu'avant, si vous étiez acheteur d'emballage, il y a de grandes chances qu'on vous parlait également d'architecture, de décoration d'intérieur, etc. Bon, c'est sympa, mais bon. Autre levier, les social media. Alors c'est le premier sujet que j'ai porté moi au niveau du comité exécutif groupe il y a un peu plus de 2 ans. Alors pourquoi social media ? Tout simplement parce que je savais que culturellement, la digitalisation chez Antalis partait d'un niveau assez faible en termes de maturité. Donc je savais que j'allais avoir besoin des 2 ans à venir pour justement installer la pertinence du social media. Hein, donc cas classique, hein, il y a 2 ans, social media, ah oui, c'est des images sur Facebook, etc. Alors ce qui est intéressant il y a 2 ans, c'est qu'on avait 41 pays, on a toujours 41 pays d'ailleurs, mais on avait 53 pages LinkedIn. C'est pas mal. Alors on avait tout. Hein. On avait 10 descriptions différentes de notre activité. On avait des pages qui étaient créées mais quasiment vides. On avait des pages dont le dernier contenu et post était... ça datait au mieux de 9 mois, etc. etc. Il a fallu aussi du temps pour expliquer, y compris sur les réseaux sociaux, que Antalis est une marque mondiale, légitime. Et donc, au bout d'1 an, on est passé à une page globale, comme en B2C, Adidas, Starbucks, Orange. Antalis n'a aucune raison de dégrader sa présence social media. Et là, il faut que vous vous épargniez les débats B2C, B2B, etc. Ça n'a pas de pertinence. Depuis, qu'est-ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux ? La page LinkedIn, en l'occurrence, on a un taux de croissance extrêmement important, hein, puisque à l'époque, on avait 8000 followers, maintenant on en a 23 000. Le nombre de followers en 2019, la croissance est 4 fois plus forte que l'année précédente. Alors encore une fois, hein, on est Antalis dans le B2B. Si vous venez sur antalis.fr, vous ne venez pas ici par hasard. D'accord ? Donc si vous vous inscrivez en tant que membre LinkedIn de la page Antalis, c'est que vous avez un besoin. Hein. On ne vend pas de lingerie, on n'envoie personne aux Bahamas. Voilà. Donc il y a vraiment un besoin professionnel reconnu. Et là encore, c'est le début d'une promesse. Donc il faut que derrière, encore une fois, les étapes suivent en termes de création de contenu. Moi, mon discours sur les social media, il est très simple. Il ne faut absolument pas faire du social media pour faire du social media en B2B. Il faut l'inscrire par étapes. Donc, on a fait une refonte de toute la chaîne de création de contenu social media. Ça nous a pris 8 mois. Après, on a lancé en pilote au siège et sur 3 pays un ambassadeur programme. On a équipé les ambassadeurs avec une application via la plateforme Hootsuite sur le social media pour animer le contenu selon les personas. Et dernière étape de la fusée, on a lancé un pilote social selling depuis 6 mois sur les mêmes pays. Et là, on commence vraiment à avoir une vraie traction parce qu'encore une fois, on reconfigure la relation attendue du commercial terrain sur ces enjeux-là. Donc, il y a 2 ans, Thierry, mon commercial emballage, qui était un peu motivé social media, il recevait ses posts, mais un coup, c'était les valeurs d'Antalis. Un coup, c'était la dernière création communication visuelle de papier peint,
etc. Donc il ne pouvait pas animer pertinemment son réseau. Maintenant, il reçoit un flux d'actualité sur le persona logistique. Il décide d'y ajouter sa petite patte personnelle. Robert, je vous envoie ça parce qu'on s'est vu et je sais que vous êtes plutôt tourné développement durable sur votre gamme emballage, etc. etc. J'avance pour être dans les temps. Après, nous, on a travaillé tout le périmètre autour de la data, parce qu'encore une fois, il faut synchroniser le tout. Donc, le but, c'est d'avoir du contenu, mais c'est aussi de s'assurer que le processus de génération de leads, il est transverse. Donc, un exemple très concret. Un autre discours que je tiens, à l'inverse de l'ancien site qui était encore une fois un site de passation de commandes, le nouveau site, il a 3 vocations. Prendre des commandes, être une source d'information. Donc là, on partage des tendances, livre blanc, etc. Donc là, on optimise notre stratégie de contenu. Et troisième objet, c'est une source de communication. Donc, commande, information, communication. Parce qu'encore une fois, comme on a le profil des personas dès l'inscription, on peut faire une vraie stratégie de communication sans prendre l'historique des commandes. Deuxième discours tenu en interne pour, encore une fois, accompagner le côté pédagogique de la démarche, c'est qu'avant, nous, on avait une seule stratégie de data, c'était la data transactionnelle. Robert a créé son compte à telle ou telle date, a commandé ça, panier moyen, type de produit, etc. Maintenant, on a 2 autres types de data. On a de la data comportementale, donc l'imprimeur offset traditionnel est allé sur le site, a téléchargé de l'information sur de l'impression digitale, donc il a peut-être des intentions d'achat de machines et de se diversifier. On alerte le commercial terrain, qui lui-même ne le savait pas, parce que son contact principal, c'est le chef d'atelier, qui n'est pas au courant de ce que le directeur général de l'imprimerie a dans sa tête. Donc, ce travail-là, il est important parce que c'est comme ça que vous allez convaincre la force de vente terrain que le nouveau site internet n'est pas leur concurrent principal. Bon, là, c'est de manière classique ce qu'on traque en termes de données pour justement illustrer ce que je viens de dire. Là, c'est toute la valeur de scoring. Donc, c'est tout le travail qui est fait sur le scoring. Le scoring, c'est un peu galvaudé, parfois en B2B, ou alors il y a des raccourcis. C'est important parce que c'est la valorisation de tout le travail que vous avez fait en amont, que j'ai décrit sur justement le persona, le contenu, etc. La création de valeur, elle est là. Hein, elle est dans la synchronisation du tout. C'est les 7 maillons de la chaîne qui créent la valeur. Séparément, au mieux, vous faites des silos, mais les silos, ça ne marche pas. Là, vous avez une illustration des différentes campagnes qui traduisent le résultat des 7 étapes. Encore une fois, vous aurez tout le loisir de lire ça. Et ma dernière slide, avant d'éventuelles questions. Je vous résume, parce que vous avez compris que le train, il vient juste de partir de la gare de départ, hein, donc il y a du taf. Ce n'est pas des facteurs de succès forcément, c'est plutôt 4 enseignements que je voulais partager avec vous. Il faut absolument embarquer les ventes et les commerciaux. Ça fait un peu enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, parce que je crois qu'on l'a dit en fait à chaque conférence aujourd'hui. Mais c'est ultra important parce que sinon, la mayonnaise, persona jusqu'au social selling ne prendra pas. Alors je vous rassure, c'est pas facile tous les jours et j'ai des réfractaires. Hein, j'ai les noms. Après, il y a l'optimisation du contenu, parce que bien souvent, les questions que j'ai, c'est « Franck, c'est bien tout ça, mais du vrai bon contenu, ça coûte cher. » Oui, ça coûte cher. Donc, il faut en faire peu, parce qu'encore une fois, je n'ai pas un budget important. En revanche, il faut aussi associer vos partenaires, vos clients aussi, qui peuvent eux-mêmes être des influenceurs et des bons apporteurs de contenu. Ça valorise, hein, un client, il vous fera du contenu gratuitement, hein, donc ça valorise la relation. Donc, à ne pas sous-estimer. Puis après, il y a tous les leviers de format, les sources de contenu, les canaux à optimiser. Et une fois que vous avez fait la session post-it avec tout le monde en interne, vous apercevez que on peut découper du contenu. Un white paper, c'est un white paper, mais c'est aussi un avis d'expert. C'est aussi quelque chose que vous pouvez saucissonner pour des posts avec 3-4 lignes en fil conducteur sur toute l'année. Donc vraiment, tout ce qui est optimisation du contenu, c'est très fort. La synchronisation, parce qu'encore une fois,
Marketing Automation, oui, c'est un coût. Le CRM, c'est un coût également. Donc, si vous synchronisez tout ça, c'est enfin un puzzle qui a son sens aussi bien pour le marketing que pour les commerciaux, mais également, in fine, pour le client, puisqu'on fait quand même tout ça pour le client. Et surtout, expliquer une fois, 2 fois, 3 fois. C'est pas grave. Sur certaines populations, je l'ai fait 4, 5, 6 fois. Parce que malheureusement, ABM, persona, social selling, tout ça, c'est des mots qui sont compliqués. En plus, je crois profondément, parce que je travaille avec d'autres partenaires B2B, le B2B a souvent cette particularité où les gens du marketing sont souvent issus du marketing traditionnel. On leur a dit un jour, tu vas être marketing digital. Et il y a un petit moment de panique parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et ça prend du temps à maturer également dans leur champ de responsabilité. Donc cet accompagnement, il est aussi nécessaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur le début de la transformation digitale du paquebot Antalis. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur un cas de figure où on est quand même objectivement, sans en rajouter, hein, on est sur des marchés anciens, avec des pratiques de vente qui sont quand même assez ancestrales. Il faut vraiment imaginer, et je dis ça avec beaucoup de respect, le commercial qui a son CRM, ses classeurs dans son coffre, ses imprimeurs, il les connaît, et je vous assure que voilà, c'est des vieilles bonnes techniques de vente, mais c'est comme ça que ça a marché aussi, hein, c'est comme ça qu'on est devenu leader mondial. Donc non seulement il faut respecter ça, et moi j'aborde la transformation digitale du groupe avec beaucoup d'humilité, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous brûlez les étapes, et comme je le dis souvent, et c'est mon mot de conclusion, pour aller de A à D, il faut souvent passer par B et C. Voilà. Je serais ravi de répondre à vos questions éventuelles. Oui, bonjour. Moi, ma question concerne plutôt le qui fait quoi et accessoirement comment. Quand vous parlez de créer des personnages, vous l'externalisez, vous faites accompagner par une entreprise, vous faites ça avec vos petites mains, vos commerciaux, votre gingin et les 4 personnes de votre équipe. C'est ma première question, parce que c'est pas simple. Ouais. C'est très facile de dire on crée des personnages. Ouais, tout à fait. En fait, de remplir de choses qui n'ont pas véritablement. Alors, créer un personnage chez nous, c'est 4 mois de travail au départ. C'est 3 étapes. Les 2 premières étapes sont en interne. La première étape, c'est déjà d'expliquer ce que c'est qu'un persona. Donc, vous présélectionnez les personnes qui vont faire partie du focus group interne et vous expliquez, en fait, vous faites un condensé de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Pas sur l'instant T de qu'est-ce que c'est qu'un persona, mais c'est pourquoi, au bout du bout, on crée le persona. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle est avec les mêmes personnes, mais avec un zoom particulièrement communication, marketing et commerce. C'est-à-dire qu'on déblaye le terrain. Le problème que j'ai, moi, de faire intervenir un prestat externe sur la méthodo, c'est que s'il vient trop tôt, on va être sur la boîte à outils classique qui a marché chez le voisin le lundi, et puis le mardi, et puis nous, on est le client du mercredi. Donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que on va essayer de transplanter un savoir-faire qui marche partout, adapté à Antalis, et on s'aperçoit rapidement que la mayonnaise, elle ne prend pas parce qu'on ne s'est pas compris sur les intentions de marché et la maturité du marché. Donc, quand l'intervenant externe vient, et il en faut un, je pense qu'il faut un intervenant externe, parce que c'est aussi c'est ce témoin indépendant qui ne va pas avoir l'historique du groupe et qui va savoir être la bonne écoute et le bon traducteur de ce qu'on veut faire. Mais il faut avoir préparé le terrain avant, sinon on ne se comprend pas, tout simplement. Mais c'est 4 mois de boulot. Hein. Et donc la question qui vient juste après ça, c'est par rapport au contenu. Vous disiez que vous n'avez pas d'agence, vous n'avez pas d'agence avec laquelle vous satisfait, ça veut dire que vous êtes obligé de tout faire vous-même. Non, alors, bonne question. Déjà, on avait sous-estimé au départ le contenu qu'on avait sous le coude. Hein, donc, quand vous avez des chefs de marché qui sont dans le marché et qui tâtent en permanence les tendances de la mode, des couleurs, etc., depuis 20 ans, ils sont experts. Donc déjà, on a tapé dans l'expertise interne. Nos clients, nos partenaires, dans ces milieux-là, c'est HP, c'est Canon, donc il y a aussi du lourd en termes de tendance, de vision et d'expertise. Là où on a été pertinent dans du contenu qu'on achète seulement à l'extérieur, c'est lorsque j'ai besoin, notamment dans l'emballage, de travailler avec des freelances, des journalistes spécialisés qui, sur une problématique très précise,
vont nous donner les 15 pages très 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 riches, mais on en fait une fois par an dans ces cas-là, façon livre blanc, parce qu'on va avoir un contenu non seulement de qualité métier, mais aussi pertinent en termes d'actualité du moment. C'est-à-dire que nous, en interne, on est focusé à faire des ventes, on n'est pas forcément toujours au fait des dernières tendances qui vont se déployer dans 3-4 mois. Donc l'utilisation d'un journaliste externe, par exemple, dans ce cas-là, est pertinente. Bon, merci à tous.